Ah non, c'est Edouard, l'ingénieur du son. Il n'y a pas de passeuse de diabo. Bon, allez. C'est les VU là, c'est les gueuches, c'est après, d'accord. Donc la partie anesthésie réa des VU, enfin des dérivations KO pulmonaires, on va faire une première partie sur les dérivations. Non, ça c'est pas la passeuse du diapo. Sur les caveaux partiels et ensuite les caveaux pulmonaires totales. Donc le contexte, vous le connaissez, ce sont des patients qui ont eu certainement, voire très probablement des interventions palliatives en période néonatale, soit des anastomoses ou des cerclages, avec plus ou moins création de CIA, des patients qui ont eu des premières étapes sur les hypo-VG de neurode ou d'hybride. Donc voilà, donc c'est des patients qui vont aller sur un programme de dérivation cavo-pulmonaire partielle, puis cavo total. Un des prérequis une des idées côté anesthésie réa pour ces patients, quand on les prend en charge durant les périodes néonatales, il faut l'avoir à l'esprit tout ce parcours chirurgical qu'ils vont avoir par la suite. Donc l'importance de préserver le capital artério-veineux. On le sait, après parfois c'est difficile, hein, mais c'est important d'y penser pour essayer de bien protéger tous les axes artériels et veineux. Ils sont assez précieux pour ces patients qui vont avoir plusieurs cathés, plusieurs chirurgies durant leur vie. Bien détaillé entre la période néonatale pour tout ce qui est palliative, la deuxième étape des cavos partiels entre l'âge autour de 6 mois et ensuite en âge préscolaire pour la totalisation. Donc ça c'est lorsqu'il y a c'était une diapo en trop. Très rapidement, pour les dérivations cavo-pulmonaires partielles, plusieurs noms étaient consacrés, mais ce qui reste le plus, c'est celui qui l'a décrit en premier, c'est Glenn, donc c'est l'intervention de Glenn. Donc c'est une anastomose de la veine cave supérieure à l'artère pulmonaire droite. Je vais passer très rapidement, elle se fait autour de l'âge de 6 mois, nécessite naturellement des résistances vasculaires pulmonaires basses. L'objectif de saturation en sortie d'intervention d'une DCPP, il va être autour de 80%, puisque la veine cave inférieure, elle reste anastomosée sur le ventricule unique, ce qui assure un retour veineux systémique de près de la moitié. Donc l'objectif de saturation, il ne faut pas être plus ambitieux que les 80-85%. Tout type de VU vont avoir à passer par cette étape. Donc selon les interventions précédentes, bon ça je me répète encore une fois, ce sont des patients qui vont avoir une désaturation progressive qui nous amène à cette deuxième étape de leur prise en charge. Donc la stratégie d'anesthésie pour ces patients-là, donc on endort un blaloc ou un cerclage. Donc on dit toujours quand on endort un blaloc, il faut faire attention à ne pas le mettre en hyperdélie pulmonaire. Mais quand on arrive à cette étape-là, ce n'est plus vraiment de problème puisque le blaloc généralement il est restrictif et ils arrivent vraiment avec une désaturation. Donc la FiO2 dans ces inductions-là, elle n'est plus, il n'y a plus besoin qu'elle soit restrictive. On peut mettre 100% à la limite. Ils ne vont pas se mettre en hyperdélie puisque le blaloc il est déjà restrictif à cette étape-là. La seule chose à laquelle il faut faire attention quand on est technique, c'est bien d'avoir une pression cave supérieure pour avoir une idée de la pression cave veineuse à la fin du montage pour apprécier la pression qu'il y a dans le montage. Donc mettre une voie veineuse centrale dans le territoire jugulaire. Conserver l'équilibre QPQS lors de l'induction. À la limite, ça, c'est des patients qui risquent pas de passer en hyperdébit généralement, puisque comme je vous ai dit, ils ont un blaloc qui est souvent restrictif. Donc on a plus tendance à essayer d'augmenter le débit pulmonaire et mettre des FiO2 plutôt élevés. Bon, il faut faire attention, surveiller l'ensemble de notre monitorage, bien les remplir aussi, et puis voilà pour la phase d'induction. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention, lorsque la dérivation cavo-pulmonaire est faite sans CEC, ce qui est rarement le cas, elle est souvent faite sous CEC d'assistance. Donc faire attention au clampage de la veine cave supérieure et
et des répercussions sur la perfusion cérébrale. Comme il y a un risque hémorragique qui est quand même pas négligeable, donc il faut qu'on soit prêt à transfuser. Après, pour la sortie du bloc, c'est des patients à qui il faut mettre de la minerinone d'une façon assez systématique. Voilà, ça permet de baisser les résistances pulmonaires, ça permet d'aider aussi le débit à travers cette anastomose. Intervention avec CEC, soit parce que c'est associé à un autre geste chirurgical, mais souvent la CEC d'assistance, elle permet de faire cette anastomose dans des conditions de sécurité optimales. Donc profiter de la CEC pour filtrer, pour lutter contre l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires liées à la circulation extracorporelle. Monitorer la pression atriale pour apprécier le remplissage. Bon, après, si vous voulez être maximaliste, on peut toujours mettre une voie veineuse centrale dans le territoire cave supérieur et puis une voie centrale dans le territoire fémoral, ça nous donne la PVC, enfin la précharge atriale. Je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire d'aborder les deux veines. Donc si besoin, on peut rajouter une POG ou une pression dans l'oreille unique pour apprécier la volémie. Mais ce qui est déterminant pour ce montage-là, à la sortie de bloc, c'est vraiment la PVC, enfin en tout cas la pression dans le montage. Voilà, sevrage de CEC, avoir un objectif de saturation à 80-85, avoir une pression veineuse autour de 15. Si elle dépasse les 18, c'est qu'il y a peut-être un problème. Hein. Donc au niveau de l'anastomose, donc il faut avoir ce chiffre en tête. Il ne faut pas que la PVC cave supérieure soit trop élevée. Il ne faut pas qu'elle soit trop basse non plus, parce que sinon il risque de ne pas y avoir suffisamment de débit pulmonaire. Il faut qu'il y ait une bonne volémie dans le territoire cave supérieur. Donc un objectif de PVC autour de 15, une saturation à 85, et là on a tout bon. Du chorotrope, et puis voilà. S'il y a un dysfonctionnement du montage, on peut s'en apercevoir rapidement, mais ce n'est pas des montages qui peuvent poser, qui posent réellement des problèmes. Hein. Donc voilà, si on a des pressions des PVC supérieures à 18, il faut vraiment évaluer, se poser la question de reprendre l'anastomose éventuellement ou pas. Voilà, après ponctuellement, pour la réanimation, on peut être amené, voire même le faire systématiquement, comme s'il y a une CEC d'assistance, mettre du NO, ça permet de les extuber sereinement et de passer le cap des 48 premières heures et des répercussions de la CEC pour ces patients-là. Voilà, si je dois résumer la prise en charge d'anesthésie et réanimation d'une dérivation cavo-pulmonaire partielle, l'induction, il n'y a pas spécialement de précaution parce que si c'est un blaloc qu'on endort, mais c'est un blaloc qui est forcément restrictif puisqu'il arrive à la DCPP, donc le risque d'hyperdélie pulmonaire il est faible. Monitorage d'une PVC dans le territoire cave supérieur, mettre de la minerinone, objectif de PVC autour de 15, entre 15 et 18, du NO pour l'extubation, les extuber rapidement. Aller pour ne pas accentuer les interactions cœur-poumon. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les dérivations cavo-pulmonaires partielles. Des questions? Pas de questions. Donc là, vous allez avoir le cours. Hein. C'est des diapos pour, entre guillemets, pour meubler. Objectif de SAT 85, PVC autour de 15, du NO et l'extubation, il faut les extuber vite. Voilà. Dérivation cavo-pulmonaire totale, c'est un peu les mêmes commandements. Donc là, on est dans le cadre d'une troisième intervention. Donc je passe le chapitre des conversions parce qu'il y a aussi tout un pavé, c'est des conversions des anciens fontans. On récupère parfois des fontans vrais, c'est-à-dire des connexions atrio-pulmonaires en défaillance et qu'on reprend pour faire des dérivations cavo-pulmonaires totales modifiées.
Et ça, j'en parle pas. Je parle de la dérivation cavo-pulmonaire totale qui est un peu dans la suite de la dérivation cavo-pulmonaire partielle. Donc le bilan préopératoire, on est à la 3e intervention chirurgicale. Les enfants, ils sont un peu plus grands, donc il faut bien explorer l'imagerie du thorax avec un scanner pour apprécier le risque de réentrée, l'exploration de tous les axes vasculaires, et l'évaluation aussi du bilan d'hémostase et ainsi de suite. Voilà les principes de la dérivation cavo-pulmonaire totale. Je ne sais pas si vous avez eu des lectures sur Fantan. Fantan, la publication initiale dans les années 70 avec Eugène Baudet, ils avaient édité les 10 commandements du Fantan. Donc il y en a plein. Bon, les choses, elles ont été modifiées avec le temps parce qu'avant on les opérait bien plus tard. Maintenant on a tendance à les opérer les totaliser vers l'âge de 4 ans. Donc s'il y a des prérequis importants à la dérivation cavo-pulmonaire totale, c'est que vous avez bien compris, il n'y a pas de ventricule sous-pulmonaire. Il faut qu'il y ait de la volémie, il faut que la résistance pulmonaire soit basse, il faut que la fonction pompe soit performante avec une valve AV qui soit continente. Voilà les principaux commandements d'un Fantan. Donc les objectifs de l'anesthésie-réanimation, là où nous on peut intervenir, c'est conserver des résistances vasculaires pulmonaires basses, améliorer la compliance ventriculaire si on peut. Et je passe à la suite. Donc côté anesthésie, donc on endort une dérivation cavo-pulmonaire partielle, donc il faut essayer de maintenir la volémie, éviter la surcharge pulmonaire et les troubles de ventilation secondaires. On est face à une 3e sternotomie minimum, donc le risque d'hémorragie et d'embolie gazeuse il est important. Se préparer pour les cannulations fémorales, mais là c'est plus pour les plus âgés, hein. Quand on fait des dérivations cavo-pulmonaire totale vraiment à 4 ans, on n'a pas ce problème-là, c'est plus pour les conversions de Fantan défaillants. Être très rigoureux sur la protection myocardique et l'importance de l'ultrafiltration pour lutter contre l'augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire qui va être aussi importante pour les suites. Avant l'arrêt de la CEC, donc s'assurer, parce que le cœur du problème, si je puis dire, dans le Fantan, c'est au final le poumon, hein, c'est le montage qui doit être performant, donc il faut vraiment que la ventilation soit optimale, que les poumons soient vraiment aux petits oignons. Il ne faut pas qu'il y ait de surdistension, il ne faut pas qu'il y ait de pression ventilatoire importante, il ne faut pas qu'il y ait d'atelectasie et de troubles ventilatoires non plus. Donc il faut avoir un recrutement pulmonaire qui soit optimal. Un support inotrope, de la même façon que pour les dérivations cavo partielles, on met de la midrinone. Si besoin, selon l'état de la fonction ventriculaire, on peut rajouter de l'adré, sachant que les totalisations, souvent, elles peuvent se faire à cœur battant. Juste sous CEC d'assistance, il n'y a pas spécialement de clampage. Ça dépend des formes, mais lorsque c'est des tubes extracardiaques, s'il n'y a pas d'isomérisme, tout ça, donc ce sont des patients qui peuvent être faits sans clampage. Rôle de la fenestration, ça dépend aussi des équipes. Nous, on l'a fait d'une façon assez systématique et on vient la fermer quelques mois plus tard. Donc le rôle de la fenestration, elle permet de décharger toutes ces circulations droites pour éviter toutes les défaillances viscérales qui peuvent en découler, toutes les défaillances rénales notamment. Donc un objectif pour bien sortir d'une dérivation cavo-pulmonaire totale, l'objectif principal c'est finalement le gradient transpulmonaire. Donc le monitorage du patient, on va mettre une voie veineuse dans le territoire cave supérieur qui va nous donner la PAP directement et on va mettre une pression dans l'oreillette unique. Donc le gradient entre la PAP et la pression dans l'OG, s'il est autour de 10, on est content. S'il est au-delà de 15, donc c'est qu'il y a vraiment un blocage au niveau de la circulation pulmonaire, au niveau du montage, donc là ça pose problème. Et c'est là où la fenestration peut être utile, ça permet de décharger, de réduire ce gradient grâce à un shunt qui va lui être cause de désaturation.
Voilà, donc je reviens au commandement du Fontan. Donc les prérequis, il faut que la résistance pulmonaire soit basse, que le VU soit de bonne fonction, avec une valve auriculo-ventriculaire qui doit être étanche, et il faut qu'on assure une bonne volémie. Voilà, si on reste concentré sur ces commandements-là et que le montage chirurgical est optimal, tout va aller pour le mieux. Quelles sont les causes de dysfonction du Fontan? Donc c'est la défaillance du ventricule s'il y a eu un clampage supplémentaire, si la valve AV, si on a des problèmes En gros, les dysfonctions du Fontan, elles viennent principalement des erreurs de casting. C'est la valve AV qui fuit un peu, on va dire, ça va quand même passer, et on y va, et puis on va clamper pour réparer cette valve. Là, c'est le début des ennuis. Mais bon, après, parfois, on n'a pas trop le choix, on y va quand même. Donc les causes de défaillance, c'est la défaillance du VU, la fuite de la valve AV, la résistance vasculaire pulmonaire élevée, et ça c'est assez redoutable. Et les montages disharmonieux et les problèmes rythmiques peuvent être aussi très embêtants pour ces montages. Voilà, la physiopathe de la défaillance du montage cavo-pulmonaire, ça c'est sur le plan physiopathe, c'est un peu, on ne sait pas quelle est la poule, quel est l'œuf, mais en tout cas on rentre très rapidement dans un cercle vicieux. On rentre très rapidement dans un cercle vicieux, on a le primum movens d'une défaillance d'un Fontan, on dit toujours c'est le ventricule qui commence par défaillir au final, avec un œdème myocardique qui s'installe avec une altération de sa compliance, l'altération de la compliance qui entraîne une augmentation de la pression télédiastolique, une augmentation de la pression capillaire, une altération de la compliance pulmonaire qui elle-même va entraîner une augmentation de sa pression veineuse, et cette pression veineuse entretient les œdèmes et on est dans un espèce de cercle vicieux. Et ça entraîne également l'augmentation de la PVC, et ça entraîne également des épanchements pleuraux qui eux-mêmes vont venir altérer la fonction pulmonaire. Et c'est vraiment le cercle vicieux qu'on aura du mal à casser. Voilà. Maintenant, si cette dysfonction, si cette altération, elle est aiguë et temporaire, ben, on peut casser le cercle vicieux en améliorant la fonction ventriculaire. Et si on améliore la fonction ventriculaire et que vous voyez en tout cas par cette physiopathe les cibles sur lesquelles on doit agir. Donc il faut agir sur le ventricule, sur la valve AV si elle fuit, et puis sur la compliance pulmonaire. Donc toutes les techniques de réanimation qui vont permettre donc un support inotrope adéquat, une baisse des résistances vasculaires pulmonaires par les vasodilatateurs pulmonaires et une gestion de la ventilation qui doit être très optimale, et ne pas se presser pour enlever les drains pleuraux également pour ces patients. C'est toutes ces cibles sur lesquelles on doit agir pour pouvoir casser ce cercle vicieux et espérer une amélioration progressive qui parfois peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour atteindre un équilibre d'un montage qui peut être parfois un peu bancal initialement. Voilà, toute surcharge hydrique aussi, il faut la bannir. Donc c'est des patients qu'il faut essayer de diurétiquer, ou si besoin est de les hémofiltrer également en réanimation. Donc c'est des patients qui peuvent c'est une réanimation cardio-respiratoire qui doit être très soutenue sur des patients les plus graves. C'est des patients qui souvent, pour avoir fait quelques conversions de Fontan, je parle des cas extrêmes, c'est vraiment les conversions de Fontan. Une dérivation cavo-pulmonaire totale qu'on fait à l'âge de 4 ans pose peu de problèmes. Ceux-là, quand ils sont bien checkés en amont avec des cathés, avec des résistances pulmonaires basses, lorsque le montage chirurgical il est bon, ça passe, c'est 1 jour de ventilation, c'est 3 jours de réanimation et ça passe. Peut-être qu'on garde les drains pulmonaires pendant plusieurs jours, mais ceux-là ils passent rapidement. En revanche, les conversions de Fontan, ceux qui arrivent avec déjà des œdèmes, des tableaux d'Anasarc, des défaillances droites, à qui on va faire une dérivation cavo-pulmonaire avec un tube extracardiaque en un seul temps, ceux-là ils vont vraiment rapidement s'infecter sur le plan pulmonaire, altérer leur compliance pulmonaire, avoir besoin d'une ventilation parfois un peu agressive, et ça entretient une mauvaise circulation dans le montage, et tout ça retentit sur la fonction myocardique. Ce sont des patients qui finissent souvent avec un support inotrope assez important, en DV, avec des ventilations en tout cas une problématique ventilatoire qui est assez soutenue.
et de l'hémofiltration. Voilà. C'est des adultes voilà, sur le ventre avec de l'hémofiltration, un support inotrope. Et c'est ces patients-là qui vont mettre un peu de temps pour s'en sortir, mais on arrive quand même à casser ce cercle vicieux, mais il faut beaucoup, beaucoup de patience. Voilà, les principes de réanimation pour les dérivations chaos-pulmonaires totales. Donc, comme la volémie est importante, donc on essaie de les positionner en V avec la tête surélevée et les jambes surélevées. Assurer des résistances vasculaires pulmonaires basses, c'est des patients qu'il faut mettre systématiquement sous Eno. Systématiquement, c'est pas, enfin, ils ont heureusement des résistances pulmonaires basses, mais il faut les baisser davantage encore pour que le montage circule mieux. Donc, et puis ne pas trop les agresser au niveau ventilatoire, avoir une ventilation protectrice et un support inotrope quasi systématique, et c'est des patients qu'on met volontiers sous lévosimendan aussi sur ces patients-là, ou au moins de la minerinone. Se pose la question des vasodilatateurs pulmonaires par voie systémique. Ceux-là aussi, quand ils ont des troubles ventilatoires, on met du temps avant de les introduire, mais au moins le Eno par voie inhalée, ils l'ont assez systématiquement. Donc il faut absolument que le montage soit harmonieux, il faut que le flux ne soit pas du tout turbulent, donc l'importance d'avoir un montage qui soit parfait. Mais si on a le moindre doute, si en réanimation, les jours suivants d'intervention, on rame toujours un peu avec des pressions importantes et un gradient transpulmonaire élevé, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à aller faire de l'imagerie. Faire un scanner, pourquoi pas, mais ça ne va pas être utile sur le plan thérapeutique. Donc aller rapidement au cathé pour faire un cathé chez ces patients-là. Des fois, on a eu des histoires, on s'en est vraiment sorti parce qu'il y a eu une fibrose sur l'anastomose ou un petit défaut sur l'anastomose, et un coup de ballon avec un stent a permis de passer le cap. Donc au moindre doute, il faut aller au cathé. C'est vraiment un message important. Les principes de réanimation, je n'en doute pas que vous allez, que vous les maîtrisez, mais quand ça rame un peu, il faut aller au cathé, vraiment. Soit pour dépister un défaut sur le montage, ou parfois il y a des collatérales qui parlent secondairement. Des fois que lorsqu'ils ont tous une imagerie préopératoire ou un cathétérisme préopératoire, parfois il y a des petites collates qui ne sont pas, ou elles ont été négligées, et ces collates-là, elles vont être parfois très gênantes. En fait, elles vont alimenter la circulation pulmonaire, entraîner de l'œdème pulmonaire. Il faut absolument aller les emboliser, aller les dépister. Donc, le cathé est le premier examen auquel il faut penser si on est face à une défaillance précoce du montage. L'arythmie, je ne vais pas le détailler, mais bon, il faut aussi y penser et traiter. Elles sont moins fréquentes avec les tubes extracardiaques. C'était le vrai problème avant sur les vrais fentans. Et ça aussi, il faut penser et savoir les traiter. Le monitorage très rapidement, mais ça pareil, le BNP est un bon indicateur aussi de la défaillance ventriculaire d'un ventricule unique, même s'il n'y a qu'une seule oreille unique. C'est un monitorage qui fonctionne. Et puis la fenestration, lorsqu'elle n'est pas faite, si on a une défaillance du montage aussi, il faut savoir revenir au bloc pour faire la fenestration. Comme elle peut être faite aussi au cathé, mais si on est sur une chirurgie fraîche, récente, il faut peut-être repartir au bloc. Pour ça aussi, ça fait partie des stratégies d'équipe du choix ou pas de la fenestration. Nous ici, on a tendance à la faire d'une façon assez systématique. Voilà, ça c'était juste un papier pour un autre mode de fenestration. Il fenestrait le TVI, ça c'était un papier de René Prêtre. Voilà, c'était pour illustrer simplement la différence du montage et l'intérêt de la fenestration qui se paye aussi par une désaturation, mais au moins le montage, le gradient transpulmonaire, il est un peu corrigé par ce biais-là. Voilà, donc un fantan qui va bien, une DCPT qui va bien, vous voyez, on a un gradient transpulmonaire autour de 10, la fonction rénale est OK, une saturation à 100%. C'est des patients qu'il faut rapidement mettre en VS dès les 2-3 heures post-opératoires s'il n'y a pas de saignement, et les extuber assez rapidement.
En revanche, il faut savoir maintenir les drains pleuraux assez longtemps parce que là aussi, ça génère un cercle vicieux. Si on enlève les drains précocement et que les épanchements ne sont pas encore taris, parce que ça met du temps à s'adapter, souvent ça peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant que les épanchements pleuraux s'arrêtent de se produire. Si on enlève les drains, les épanchements vont s'installer, vont majorer les troubles ventilatoires, augmenter les résistances vasculaires pulmonaires, entraîner une défaillance, entretenir la défaillance du montage et entretenir les épanchements. Et là vraiment c'est une espèce de cercle vicieux, donc il ne faut pas être pressé à enlever les drains. Les DCPT, c'est des patients chez qui on peut garder les drains facilement une semaine, voire 2 semaines, voire au-delà si l'évolution est beaucoup plus compliquée. Les évolutions compliquées, c'est un patient qui va présenter des troubles du rythme, des épanchements avec des espèces d'aplots d'anasarque avec des fuites protéiques et des dysfonctions ventriculaires sur la dysfonction diastolique principalement, et ceux-là, ils posent vraiment problème, donc il faut savoir prendre le temps et les traiter sur le long terme. Voilà, je passe rapidement. Ça, c'est les dysfonctions, ça, c'est les complications à long terme des DCPT. La dysfonction ventriculaire sur le schéma de la physiopathe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a le ventricule unique qui finit par défaillir sur de l'œdème interstitiel avec une défaillance, une insuffisance diastolique initiale qui finit par s'auto-entretenir. Les troubles du rythme, et puis au final, tout ce qui est tableau d'anasarque, ils finissent par avoir parfois des entéropathies exsudatives avec des portes protéiques importantes. Et puis, il y a aussi toutes les obstructions bronchiques avec cette stase veineuse qui peut s'installer, qui peut retentir également sur l'arbre trachéobronchique. Voilà, les causes des dysfonctions, c'est la résistance vasculaire pulmonaire élevée avec toute la problématique ventilatoire, l'hypovolémie. Je passe rapidement, ça c'est du redite, mais ce qui compte vraiment, c'est les commandements du fond de temps, enfin les prérequis. Donc assurer une bonne volémie, des résistances vasculaires pulmonaires basses pour que le montage soit fonctionnel, et la fonction pompe qui doit être aussi optimisée. Donc la fonction pompe, c'est facile avec l'écho, le besoin en inotrope, ça on peut le gérer. La volémie, c'est aussi facile. Ce qui coince généralement, c'est entre les deux, donc c'est au niveau du montage. Donc soit c'est une partie qui est purement ventilatoire, réanimatoire, ça on peut s'en occuper, mais lorsque tous les éléments, j'insiste encore une fois, lorsque tous les éléments de ce puzzle sont relativement gérés, il reste vraiment la circulation pulmonaire, le montage, et encore une fois, si il y a une dysfonction qui s'installe et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, il ne faut pas hésiter à aller au caté. Soit il y a une dysfonction, enfin un montage qui est disharmonieux, soit il y a des collatérales qu'il faut aller emboliser. Voilà, tout ça c'est du redite. Avez-vous des questions ?